Bienvenue dans Real Economy. Nous sommes au Silicon Roundabout, importante plaque tournante des nouvelles technologies, à l'heure où l'Europe veut bâtir pour les consommateurs et les entreprises un marché unique numérique réellement connecté. Dans cette édition, nous demanderons au vice-président de la Commission européenne en charge du marché unique numérique comment il compte atteindre cet objectif, synonyme de défi pour les entreprises et les consommateurs. Puis en Estonie, nous verrons comment nous former aux emplois nés de cette quatrième révolution industrielle. On sait que l'un des piliers de l'Union, c'est la liberté de circulation des biens, des services et des personnes. Mais le monde virtuel comporte encore des barrières. Les Européens achètent seulement 4% de leurs services en ligne dans un autre État membre, 46% au sein de leur propre pays et 54% aux États-Unis. Or, le marché unique numérique, ou MUN, pourrait générer 415 milliards d'euros par an pour notre économie et créer des centaines de milliers d'emplois. Voyons comment encoder cela dans la réalité. Plusieurs centaines de millions d'entre nous surfent sur le net pour acheter des produits ou des services. Pour mieux connecter entreprises et clients, où qu'ils soient dans l'Union, le marché unique numérique supprimera les barrières et autorisera la libre circulation des personnes, des services et des capitaux dans le monde virtuel. Cela implique la mise en place d'une réglementation harmonisée, d'une concurrence juste et d'une protection efficace des données. Grâce au MUN, les consommateurs feront des économies et profiteront par exemple d'une portabilité transfrontalière des contenus, films ou musiques pour lesquels ils ont souscrit un abonnement. En homogénéisant les règles, les entreprises verront leurs ventes facilitées et les coûts qu'elles supportent se réduire. Les textes sur la propriété intellectuelle, la TVA et les statuts au sein de l'Union seront aussi plus simples. Le MUN prévoit aussi un meilleur accès au haut débit et la fin des frais d'itinérance. Aujourd'hui, je peux facilement passer une commande depuis mon smartphone. Si je fais un achat dans un autre pays de l'Union, la livraison sera probablement impossible et je ne serai pas protégée en tant que consommatrice. Avec le MUN, ce sera fini, notamment grâce à l'harmonisation des législations sur les contrats, la TVA et les statuts au sein des 28. Et les entreprises pourront mieux se développer à l'international. Guillaume Desjardins et Fanny Goret nous expliquent en quoi cela fera vraiment la différence. En quelques années, l'e-commerce est devenu un phénomène de masse. Et il concerne aussi bien les pure players que les enseignes traditionnelles. Mais pour passer à une échelle internationale au sein de l'Union, les entreprises ont besoin d'un terrain juridique et fiscal plus fertile. À l'ère de l'ultra-connecté, près de 4 Européens sur 10 achètent déjà en ligne. Mais ils ne sont que 15% à le faire sur des sites étrangers. La start-up Cut & Train s'est spécialisée dans ces ventes transfrontalières. Je suis allé leur demander pourquoi ce chiffre est si bas. Pour vendre dans d'autres pays de l'Union, cette entreprise française a dû s'adapter aux différentes législations nationales. Ça pose énormément de problèmes parce qu'au niveau national, on a des réformes à peu près tous les 6 mois, tous les ans, qui reviennent, des nouveaux sujets, soit sur le commerce, soit sur le numérique, soit sur le droit du travail, qui vont arriver et auxquels il va falloir nécessairement s'intéresser. Et ça c'est pour chaque pays. On a besoin d'un système unifié, d'un système simple, les mêmes règles du jeu pour tout le monde, parce que passer du temps à comprendre les règles du jeu, c'est du temps qu'on ne passe pas sur le business et à créer de la valeur. La Commission européenne estime à 9 000 € le coût induit par cet imbroglio pour une PME. Pour y remédier, elle travaille sur un plan visant à créer un véritable marché unique numérique. Si les législations peuvent être complexes pour les professionnels, elles le sont aussi pour les consommateurs. La confiance est vraiment le premier point auquel doivent s'attacher les professionnels. C'est vraiment par ce biais que vous pouvez attirer des consommateurs, d'autant plus qu'on n'est vraiment pas dans un système, dans le système ancien en fait, où le consommateur, il pouvait simplement aller dans le magasin, se renseigner, voir si les gens sont agréables, s'ils sont serviables, s'ils répondent à ses questions. Et c'est là où il faut absolument créer une atmosphère de confiance pour pouvoir, je dirais que les consommateurs se décident à acheter au-delà de leurs propres frontières.
Le plan européen est déjà sur ses rails. Il entend faciliter les activités commerciales en ligne, mais aussi développer les infrastructures Internet, favoriser l'accès des internautes aux produits et services en ligne et résoudre les difficultés juridiques en termes de fiscalité, de copyright et de blocage géographique. À l'heure où l'industrie numérique est en train de se construire ici en Europe, nous voulions des réponses sur les défis que pose cette révolution aux entreprises et aux consommateurs. Au Parlement européen à Strasbourg, nous avons rencontré le vice-président de la Commission européenne en charge du marché unique numérique, Andrus Ansip. J'aimerais d'abord vous demander quelle sera votre priorité pour 2016. On a lancé la stratégie du marché unique numérique en mai dernier. Et je dirais qu'on avance à grands pas. On a fait des propositions sur la mise en place d'une portabilité des contenus numériques au sein de l'Union. La deuxième proposition que nous avons faite concerne les contrats de vente en ligne. Aujourd'hui, on peut avoir potentiellement 56 types différents de règles en matière de vente en ligne et de contrats afférents. À la place, on propose d'avoir 2 types de règles. On doit arriver à un accord le plus tôt possible et notre objectif, c'est d'aboutir à un consensus politique dans les 6 premiers mois de cette année. Et notre but, c'est de mettre en place la portabilité quand on interdira les frais d'itinérance. Les entreprises s'inquiètent particulièrement de l'impact sur leurs bénéfices. Si quelqu'un vous disait que vous pouvez acheter une boîte de chocolat ici en Belgique, mais que vous n'avez pas le droit de les manger dans ce pays, vous penseriez que cette personne est folle. Mais dans le monde numérique, le business model s'appuie sur un principe similaire. Au XXIe siècle, on n'a pas à accepter cette discrimination fondée sur la nationalité ou sur le pays dans lequel votre carte de crédit a été éditée. Cette année, nous allons faire une autre proposition et son but sera d'améliorer pour nos citoyens l'accès transfrontalier à des contenus numériques. Dans une Europe à 28 membres, comment peut-on appliquer tout cela? C'est faisable. J'espère qu'il sera possible de trouver un consensus au sein de l'Union sur les règles s'appliquant aux contrats de vente en ligne. Pour ce qui concerne la TVA, nous devons faciliter la vie de nos entreprises. Mais je suis presque sûr que les différents taux de TVA vont perdurer encore assez longtemps. Nous reprendrons notre discussion avec le vice-président dans un instant. Ce marché unique numérique suppose de s'attaquer à un autre problème. Près de la moitié des Européens ne sont pas assez compétents en matière de numérique, alors que ces connaissances seront nécessaires pour occuper 90% des futurs emplois. Denis Loctier s'est rendu pour nous en Estonie, un pays féru de nouvelles technologies. Dès le début des années 90, l'Estonie s'est lancée dans la numérisation de ses services publics. Un saut technologique qui lui a permis de créer environ 17 000 emplois. Cette carte d'identité électronique illustre parfaitement ses efforts. Les Estoniens s'en servent pour signer, payer leurs impôts, voter ou payer les transports en commun. À l'échelle de l'Union, l'Estonie est plutôt un petit marché, mais ses réalisations, comme ses échecs dans le domaine du numérique, valent la peine d'être étudiées de près par le reste de l'Europe. Le système de santé estonien s'est ainsi mis au numérique. Le dossier médical et les ordonnances sont électroniques. Dans ce service d'urgence, les médecins peuvent ainsi accéder à toutes les informations sur un patient grâce à son numéro d'identification électronique. Toutes les analyses, les scanners, les échographies, les opérations chirurgicales antérieures, en fait, tout est accessible. Il y a beaucoup de médecins de la vieille école qui ne voudront pas s'y mettre, mais les nouvelles générations utiliseront ces outils, c'est certain. Ce passage au numérique, dans le public tout comme dans le privé, nécessite de former les utilisateurs aux nouvelles technologies. Des programmes nationaux spécifiques existent en la matière. Le médecin qui aujourd'hui s'occupe de tâches administratives simples en sera libéré grâce au numérique et aura du temps pour faire autre chose. Pour les infirmières, c'est pareil. On veut les décharger d'une partie de ce qu'elles font pour que ce soit le personnel administratif qui s'en charge et ainsi de suite.
Le marché unique numérique est-il alors destructeur ou créateur d'emplois? Ain Naviksou, qui s'occupe des services en ligne au ministère estonien des Affaires sociales, estime que transférer des tâches à un personnel moins qualifié permet d'améliorer le rendement et de générer de l'emploi. Le marché unique numérique est à tout point de vue créateur d'emplois. Il va supprimer des emplois dans certains domaines où les nouvelles technologies se chargeront d'une partie du travail humain, comme dans la santé par exemple et les hôpitaux. Mais il générera des emplois dans d'autres secteurs et aussi dans les entreprises qui développeront ces technologies et qui pourront même les vendre en dehors de l'Europe. Mais l'économie numérique estonienne a encore des progrès à faire en matière de partage de données électroniques, d'identification par radiofréquence et d'e-commerce. Des domaines qui sont au cœur du marché unique numérique. Andrew Sansip est toujours avec nous. Pour beaucoup, le MUN concerne les entreprises liées au numérique. Mais ces aspects sont-ils transposables aux sociétés traditionnelles et à leurs emplois, dont une partie pourrait être détruite ? Oui, je suis désolé de le dire, mais dans certains secteurs, des gens vont perdre leur emploi. Mais prenons le secteur des applications en 2014. Dans l'Union européenne, pas moins de 1,8 million d'emplois ont été créés dans cette industrie. D'après certaines prévisions, ce secteur emploiera en 2018 4,8 millions de personnes. Le progrès va créer plus d'emplois qu'il ne va en détruire. Est-ce qu'on dit aux entreprises internationales que l'Europe est un continent délicat pour faire du business ? Nous nous appliquons les mêmes règles que celles que nous imposons aux étrangers. Et encore une fois, on doit s'interroger sur nous-mêmes. Pourquoi des startups comme Spotify, qui a été créée en Suède, ont dû quitter l'Union pour les États-Unis, dans son cas, pour se développer ? On devait créer ce marché unique numérique au sein de l'Union pour garder nos cerveaux en Europe. Monsieur le vice-président, merci beaucoup. Et merci de votre attention. À bientôt.